Altitude FM, la radio du Grand Toulouse. Merci pour l'information. Prochaine édition à suivre sur Altitude, ce sera dès 18h avec le flash de 2 minutes. Les prochaines minutes, bien sûr, comme chaque mercredi, une fois par mois avec Jean-Pierre dans le cadre de Paroles d'écrivain. Bonjour, c'est Jean-Pierre. Je vous amène à la rencontre d'un écrivain pendant une heure ce mercredi sur Altitude FM. Paroles d'écrivain, une émission qui se lit ce mercredi de 17h à 18h sur Altitude FM. Bonsoir Jean-Pierre. Bonjour, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Julien Basso pour son livre Un tsar en hiver. Julien Basso qui est un jeune écrivain de Midi-Pyrénées. Julien Basso, vous habitez, je crois, Saint-Lys, la région toulousaine. Tout à fait. Et c'est votre premier livre, il faut le préciser. Donc vous êtes très jeune, vous avez 25 ans, vous avez tout l'avenir devant vous. Merci. Et après l'avoir lu, je pense que c'est très prometteur. Et vous travaillez dans le privé, donc bien sûr la littérature, enfin, l'écriture est une nouvelle passion, un nouveau hobby, et je l'espère, ça vous permettra peut-être d'en vivre un jour. Oui, on espère tous, je pense. Très bien, alors donc nous allons rentrer directement dans le vif du sujet, puisque ce livre, Un tsar en hiver, tourne autour du personnage de Dimitri, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Je voudrais d'abord vous poser comme première question, quelle a été la genèse de ce livre, sur votre premier livre, comment vous est venue l'idée d'écrire un livre, et ce livre en particulier, puisque nous verrons que ça se passe en Toulouse, et puis dans un milieu particulier, littérature et théâtre, et comment vous est venue dans la genèse de ce livre, comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre? Alors pour ma part, je suis un passionné d'écriture depuis ma toute petite enfance. Donc j'ai commencé à écrire déjà à 9-10 ans, je produisais beaucoup de poèmes, parce que c'est un peu mon art premier, c'est le poème. Donc j'aime écrire beaucoup de poèmes, que ce soit depuis que je suis petit. Donc c'est vrai que je voulais vraiment percer dans le poème. Et un jour, au fur et à mesure de mon évolution, on va dire, mes professeurs de français m'ont conseillé d'écrire des romans. Au départ, c'est vrai que j'étais un peu réticent, et puis je me suis lancé, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de plaisir à produire ce premier roman. Et j'espère que les gens auront aussi un plaisir de le lire. Et alors donc, ce livre, Un tsar en hiver, tourne autour du personnage de Dimitri. Tout à fait. Donc Dimitri, si vous pourriez nous le dépeindre en quelques... C'est difficile à dépeindre, puisqu'on verra au cours de l'intrigue, il arrive pas mal d'aventures, Tout à fait. Dimitri. Mais si vous pourriez nous dépeindre un peu d'une manière assez rapide, assez concise, Dimitri. Alors Dimitri, c'est un jeune garçon, hein, donc c'est la génération des années 80, on va dire, donc il a la vingtaine, et il décide en fait de se lancer dans l'écriture. Et malheureusement, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, il a beaucoup de mal à se lancer, on va dire. Et donc il fait des salons du livre avec sa première œuvre, et ça n'aboutit pas. Et du coup, ce Dimitri, en fait, il est un peu perdu au départ, hein. C'est un garçon un peu perdu dans un monde qu'il n'aime pas beaucoup, on va dire, une société qu'il a beaucoup de mal à... qui est très engagé, on va dire. Voilà, on va dire. Donc une société qui a beaucoup de mal à encaisser, on va dire. Donc par hasard, dans un salon du livre, il rencontre une... Voilà, nous y reviendrons là. Voilà, tout à fait. Donc il rencontre une personne qui va chambouler son destin, on va dire. Et qui va, on va dire, lui apporter de nouveaux horizons. Voilà. C'est autobiographique ou vous l'avez créé Alors, ce personnage, il est fortement inspiré de ma personne, je ne vais pas vous le cacher. C'est pas un personnage neutre, donc c'est vrai que je me suis beaucoup inspiré de mes expériences personnelles, aussi professionnelles. Donc, notamment, on va dire que j'ai toujours évolué dans un milieu très féminin. Donc, on verra plus tard. Il y a beaucoup de personnages féminins. Voilà, beaucoup de personnages féminins. Les relations entre Dimitri et les femmes sont le cœur du roman, on va dire. Et alors donc, vous l'avez le précisé à l'instant, donc il participe, le roman débute par un salon du livre qui se déroule à Toulouse, tout à fait, qui est sous l'égide du Conseil général Haute-Garonne, et c'est là qu'il rencontre Madame Valériane, tout à fait, qui lui propose quoi alors exactement. Donc, vous commencez par le dépeindre, le salon du livre, isolé, scellé, personne qui vient le trouver, il n'achète devant rien, il est désespéré un peu, il se dit... c'est un échec retentissant, voilà. On va dire ça comme ça, oui, tout à fait. Et disons qu'il rencontre cette femme qui est un peu la seule personne qui s'intéresse un peu à lui durant ce salon du livre.
Et cette femme, bon, elle est très mystérieuse au départ, donc elle lui prend un roman, et puis elle s'en va. Voilà. Et par la suite, cette personne le recontacte pour lui proposer quelque chose, c'est-à-dire devenir dramaturge pour une pièce de théâtre qui sera organisée dans le cadre d'une représentation dans une école de théâtre. Parce que elle, cette dame-là dirige une école de théâtre privée, et assez, on va dire, qui accueille beaucoup de gens très aisés, on va dire, financièrement. Voilà, donc ça sera encore un des thèmes du livre, un petit peu, c'est le rapport un peu de classe entre Dimitri. Entre Dimitri, mais il faut le préciser, qui est issu d'un milieu plutôt modeste, par rapport aux autres personnages qui vont évoluer autour de lui et qui font partie de la bourgeoisie toulousaine. Voilà, la bourgeoisie toulousaine, alors que lui c'est plutôt issu du prolétariat. Voilà, donc c'est un fils d'ouvrier, donc c'est vrai qu'il y aura un petit peu des rapports tantôt compliqués, mais tantôt toujours très intéressants avec un petit peu ses futurs, on va dire, collègues de travail. Et alors, Madame Valériane nous lui propose donc, lui demande d'écrire donc une pièce pour la fin du mois de décembre, enfin quelques mois. Hein. Et en attendant, il faut qu'il assiste, il demande d'assister aux répétitions. Hein. Tout à fait. Et alors là, il fait la connaissance d'un metteur en scène particulièrement, avec lequel apparemment il y a certains conflits qui naissent, d'autant plus que Dimitri n'a pas la langue dans la poche. Ouais, tout à fait, oui. Monsieur Rouanet, oui, donc c'est le nom du metteur en scène. Oui. Et donc c'est vrai que déjà lui il ne connaît pas vraiment le théâtre, hein, parce que au départ c'est un romancier, donc il ne connaît pas vraiment ce milieu-là. Et c'est vrai que c'est toujours impressionnant quand on arrive dans un milieu qu'on ne connaît pas, et lui il va être un petit peu perdu dans ce monde un peu théâtral avec des méthodes assez étranges, et d'autant plus que Dimitri a un très fort caractère et qu'il est confronté à Monsieur Rouanet qui lui aussi a un très fort caractère, voilà. Et donc des étincelles entre eux, les étincelles se produisent. Voilà, tout à fait. Alors que Madame Valériane, ça se passe bien avec elle. Ça se passe bien, mais disons que Madame Valériane a un petit peu tendresse particulière pour le personnage principal, voilà. Et c'est vrai qu'elle lui sent un grand destin, voilà. Donc c'est vrai qu'elle est beaucoup, disons qu'elle est très patiente avec lui, et malgré ses écarts, elle sera toujours là, un peu comme une bonne étoile pour le remettre dans la bonne voie, voilà. Alors il rencontre bien sûr, c'est comme vous disiez, les futurs collègues de travail, et parmi ces collègues de travail, donc bien sûr il y a toute une pléiade d'actrices féminines, et il y a également quand même un homme. Oui. C'est l'Apollon de ces dames, Enzo, voilà, fameux Enzo. Oui, c'est l'homo eroticus, comme je dis dans mon livre. C'est le beau mec, on va dire ça comme ça. Hein. C'est vraiment l'homme qui a tout pour plaire. Et c'est vrai que Dimitri, lui, qui est un peu plus réservé, on va dire, qui est un peu plus qui manque un peu d'expérience avec les femmes, on va dire. Donc il a une sorte de relation un peu bizarre avec Enzo, parce que c'est d'un côté il l'admire pour sa capacité, on va dire, à faire tomber toutes les femmes, et d'un autre côté il est un petit peu, je sais pas si le mot est bon, mais un petit peu jaloux, un petit peu méprisant par un petit peu le côté très très frivole de Enzo. Voilà. Donc c'est vrai que c'est Enzo qui est d'origine italienne, donc voilà, pour ajouter un petit peu du charme méditerranéen, voilà, on va dire ça comme ça. Et l'entente entre eux quand même se passe assez bien dans un premier temps quand même. Hein. Très bien. Dans un premier temps, je dis, parce qu'après il va y avoir quelques nuages. Quelques petits nuages qui vont assombrir les deux personnages. Oui, alors donc bien sûr il y a ensuite tous ces personnages féminins qui gravitent autour d'eux, qui sont destinés donc d'ailleurs à jouer la pièce que Dimitri doit préparer pour le mois de décembre. Hein. Alors parmi elles, donc il y en a quelques-unes que j'ai relevées, il y en a certaines bien sûr qui émergent du lot. Oui. Alors nous en reparlerons d'une manière plus approfondie tout à l'heure, mais enfin il y a les fameuses jumelles, Églantine, Chana, Lydie, donc il y a toutes ces personnes. Alors donc d'abord dans un premier temps il fait la connaissance de toutes ces personnages. Donc c'est Enzo un peu qui le lui présente un peu également. Oui, voilà, parce que c'est vrai que Dimitri a un naturel un peu timide, hein, il faut le dire, faut le dire comme ça. Et donc c'est vrai que Enzo, par sa facilité, on va dire, sa facilité sociale, lui présente toutes ces femmes-là, et on va dire que ça se passe dans un premier temps plutôt mal, voilà. Donc parce que Dimitri n'a pas son langue dans sa poche, il n'hésite pas un petit peu à provoquer ses collègues de travail féminins.
Et du coup, ça provoque beaucoup d'étincelles et ça explose, on va dire. C'est dans le début du livre. Voilà, dans le début du livre, notamment au cours d'un repas auquel il était invité. Et au cours de ce repas, il y a un clash qui se produit entre toutes ces... Ça fait les principales, bien sûr, et puis Dimitri, qui n'hésite pas à leur dire ce qu'il pense de leur attitude. Oui, tout à fait, oui. Parce que, bon, comme je l'ai dit au début du livre, donc, ce sont des filles, des petites filles à papa, un petit peu, donc c'est des personnes très aisées financièrement, et puis c'est un milieu très féminin, donc elles sont habituées un petit peu à tenir des discours, on va dire, qui ne conviennent pas vraiment à Dimitri, qui lui est plutôt un mec, on va dire, un peu macho, on va dire ça comme ça, mais bon, c'est pas méchant, hein, on n'est pas dans la misogynie non plus, mais et donc du coup, dans ce repas-là, qui avec des discussions très féminines, il ose un peu contrarier la doxa principale et malheureusement il va se recevoir beaucoup de critiques et lui-même va exploser et va même les planter en plein milieu du repas, voilà, pour leur dire un peu ce qu'il en pense. Voilà. Et alors donc leur relation ensuite, bien sûr, c'est un peu il y avait un climat assez froid, assez tendu, puisqu'il est destiné quand même à continuer à assister aux répétitions et puis surtout à présenter ensuite Madame Valériane sa pièce, dans laquelle et lui-même on lui demande de choisir les principaux rôles. Et parmi les principaux rôles, il y aura toutes ces filles à qui il a dit ce qu'il pensait. Donc ça a provoqué... Au départ, il y a un climat quand même assez tendu entre Dimitri et les personnages féminins. Tout à fait, donc ce qui pose beaucoup de problèmes, hein. Notamment il est convoqué par la Madame Valériane, donc la directrice de l'école, qui lui dit clairement, bon Dimitri, il faut un petit peu arranger vos relations avec le genre féminin, parce que là ça va pas le faire, hein, comme on dit. Donc c'est vrai que les choses sont compliquées pour Dimitri, et on va dire que il va réussir à arranger un petit peu les choses grâce à un peu un coup d'éclat, on va dire, parce que il y a une personne qui est encore plus détestée que lui par la troupe, on va dire. C'est Monsieur Rouanet, le fameux metteur en scène. Voilà. Mais nous reviendrons dans la deuxième partie de notre émission, puisque nous allons passer à la première pause musicale. Oui, ce sera du Charles Aznavour avec les comédiens demandés par votre invité. Altitude FM, la radio du Grand Toulouse. Oui, bien nous revenons à Julien Basso, Tsar en hiver, et nous allons écouter Julien Basso qui va nous lire un premier extrait de son livre. Tout à fait.
Je vais donc à présent vous raconter comme promis l'histoire pour laquelle vous avez acheté ce livre. Autant être parfaitement clair. Vous ne trouverez pas dans celle-ci d'apprentis sorciers, de meurtriers psychotiques, de vampires androgynes, d'orphelins souffreteux ou de créatures légendaires. Vous aurez seulement droit aux tribulations et aventures d'un bonhomme légèrement différent de la masse. La vraie vie d'un genou paumé dans un monde devenu quelque peu baroque. Vous lirez les confidences d'un drôle d'oiseau, qui peut prendre selon les chapitres le visage d'un fervent chrétien, d'un écrivain à échec, d'un prince russe ou d'un révolutionnaire acharné. Et oui, rien que ça. Alors mieux vaut vous prévenir. Je dois représenter pour moult bien-pensants un dangereux intéressiste religieux, un extrémiste politique ou encore un émotif psychotique. En somme, je suis une sorte d'individu pris en tenaille par les sirènes du modernisme et les chimères d'un temps révolu. Je déteste volontiers le monde séculier dans lequel nous vivons, cette plutocratie où le mensonge est devenu régent, ce système oligarchique où les braves sont tour à tour bannis. Et je me bats chaque jour un peu plus pour échapper à ces vils démons. Alors, puisque je n'ai pas grand-chose à perdre, si ce n'est mon amour-propre, je tiens d'ores et déjà à vous rassurer, je ne retiendrai jamais ma plume. Quoi que vous en pensiez, je ne compte pas plaire à tout le monde, et surtout pas aux cons. Voilà. Merci. Oui, alors donc on avait parlé de la pièce qui devait donc rédiger pour Madame Valériane et pour ses principaux personnages. Comment elle prend-elle cette pièce? Elle la trouve très bien, je pense, Madame Valériane. Hein. Oui, tout à fait. Donc elle l'engage bien sûr à la mettre en scène, pas la mettre en scène, puisque c'est Monsieur son ami intime qui va la mettre en scène, mais enfin le texte est de lui. Hein, donc elle l'a trouvé très très bien cette pièce. Tout à fait. Donc elle a comme elle avait perçu un certain talent chez le jeune Dimitri, voilà, et c'est vrai que la lecture de la pièce l'enthousiaste. Et de suite, elle lui dit il faut y aller, on va commencer à la mettre en scène via Monsieur Rouanet. Et donc cette bonne nouvelle, on va dire, coïncide avec, on va dire, la remontée en grâce, on va dire, dans la remontée en grâce, voilà, auprès de ces dames, on va dire. Et notamment donc un personnage aussi principal du livre, puisque c'est la fameuse Chana. Tout à fait. Puisqu'il va défendre Chana au cours de ces répétitions, parce que monsieur le metteur en scène donc, est assez dur avec elle. Assez tyrannique, oui. Tyrannique même, tyrannique. Et lui-même va prendre la défense de cette Chana qui faisait partie du groupe de personnes qui avaient un peu vilipendé pendant le repas. Et donc il va rentrer en grâce auprès d'elle, et même davantage. Donc nous allons voir la suite du livre. Mais donc ces relations sont très bonnes avec la fameuse Chana. Tout à fait. La représentante finalement de ces dames, voilà, ces demoiselles. Voilà, donc en fait, Chana c'est l'actrice la plus brillante de la troupe, on va dire. Il la considère, et même tout le monde la considère comme ayant un avenir. Un grand avenir dans le monde du théâtre, on va dire. Et donc du coup il va défendre Chana lors d'une représentation parce que Monsieur Rouanet utilise des méthodes assez étranges, on va dire, et il la défend malgré tout, on va dire, parce qu'il a une profonde aversion pour elle, et il la défend, et Chana va commencer un peu à le respecter, Dimitri, donc il y aura une nouvelle relation qui commence, et puis il se trouve que un jour, en rentrant chez lui, il croise Chana qui attend un bus, et elle est en larmes, et donc Dimitri va, on va dire par son instinct chevaleresque, va aller à sa rencontre pour un peu la réconforter, et de ce petit moment, on va dire, d'empathie, il va en découler, on va dire, une grande histoire, on va dire. Avec elle. Tout à fait. La première rencontre se déroule, il invite au glacier des Alouettes. Vous intitulez le chapitre d'ailleurs le glacier des Alouettes. Tout à fait, oui. C'est un lieu, on va dire, assez symbolique de mon livre. Donc c'est un endroit où on déguste des glaces, en fait. Et donc il va emmener Chana dans cet endroit-là. Et en fait, il découvre qu'il a beaucoup plus de points communs que prévu avec elle. Oui. Et de cette relation qui semble un peu contre nature, parce que elle, c'est une petite, on va dire, une petite fille à papa, et donc lui c'est un mec qui a quand même une forte voix populaire, et donc finalement il y a quelque chose qui se crée, voilà, autour un petit peu de on va dire c'est quelque chose d'assez profond comme relation, hein. C'est pas quelque chose de superficiel, c'est pas une attirance physique forcément on va dire extraordinaire, mais c'est quelque chose de très spirituel, et dans leur conversation ils trouvent vraiment une matière à construire ensemble. Voilà. Oui, parce que Chana lui fait des confidences sur sa vie
vie privée. Tout à fait. Sa vie, donc, tout à fait, oui, parce que finalement, elle n'est pas si superficielle que ceux qui croyaient, parce qu'il n'a pas, tout à fait. Il n'a pas la pensée superficielle comme certaines dans la troupe. Tout à fait. Mais il découvre finalement qu'elle est beaucoup moins superficielle que ce qu'il pensait. Tout à fait, parce que bon, c'est vrai que elle était peut-être autrefois on va dire une fille assez superficielle, mais on va dire qu'il y a eu un drame dans sa vie. Elle a perdu son frère, d'une maladie, d'une leucémie, et du coup, elle cherche un petit peu de nouvelles choses dans la vie. Voilà. Donc, elle cherche un petit peu quelque chose de plus spirituel, de plus grand, on va dire, un peu pour lui permettre un peu de remonter la pente. Et Dimitri, qui arrive avec qui est un être très spirituel, va un petit peu la guider en fait pour la remettre en fait un petit peu sur selle. Voilà. Donc redonner à sa vie un peu un sens qu'elle a perdu malheureusement avec la disparition de son frère. Et oui, alors à partir de là va naître une grande histoire, quand même, une grande histoire d'amour entre eux. Au départ, ce sont des confidences, ce sont des tête-à-tête, mais alors après, bon, ça va être un amour profond qui vont. Alors là, c'est particulier, ils ne veulent pas en parler à la troupe, ils veulent le cacher. Tout à fait, oui. Enfin, c'est elle surtout. C'est lui surtout plutôt qui veut le cacher. C'est surtout lui. Oui, surtout lui. Parce que elle, ça ne le dérangerait pas que le reste de la troupe soit au courant de leur liaison. Tout à fait. Pourquoi veut-il Alors justement, il y a un chapitre qui s'appelle Les cœurs fiers se cachent pour aimer. Voilà. Donc c'est vrai que Dimitri, lui, c'est un garçon très pudique. Donc il est beaucoup dans le secret, c'est quelque chose qu'il apprécie, c'est un milieu qu'il aime. Donc il a vraiment un culte du secret, on va dire, du cachet. Et du coup, il se dit que si il arrive un petit peu à cacher sa relation, l'amour ne sera plus que plus beau. Donc c'est un petit peu son analyse, parce que il se connaît, c'est quelqu'un de très inconstant, donc quelqu'un qui a beaucoup de mal à rester régulier dans sa vie, qui a beaucoup de sauts d'humeur, et donc du coup le fait de cacher cette relation va lui permettre en fait de s'épanouir dans celle-ci. Mais malheureusement voilà, c'est toujours problématique dans le sens où c'est pas ce que attend la jeune fille, et ça va le conduire un petit peu à un petit peu occulter beaucoup de choses qui tiennent à cœur à Shanna, donc du coup. Voilà. Pendant ce temps, donc, ils répètent la pièce, tout en bien sûr cachant leurs amours, mais au bout d'un moment, comme vous l'avez expliqué, il y a une rupture qui se produit entre eux. Tout à fait. Et c'est plutôt Shanna qui tout à fait, est à l'origine de cette rupture. Oui, parce que Dimitri est fou amoureux de cette fille-là, donc il la considère comme, on va dire, un peu sa reine, donc c'est vrai qu'il ne voit qu'un avenir qu'avec elle, et c'est elle qui va rompre, alors pour des raisons au départ qui sont un peu conventionnelles, c'est-à-dire que c'est j'en ai marre de me cacher, et puis petit à petit il va découvrir en fait qu'il y a quelque chose d'autre derrière tout ça, parce que Shanna qui est on va dire une fille plutôt aisée, donc réussir à se faire inscrire dans une grande école dramatique new-yorkaise. Tout à fait. Donc c'est vrai que pour Dimitri, qui lui est un petit gars du peuple, c'est un petit gars toulousain, donc c'est quelqu'un qui est très enraciné dans sa région. Pour lui, il a beaucoup de mal à comprendre que quelqu'un puisse vouloir voyager aux quatre coins du monde, s'enivrer un petit peu du voyage, et il va le prendre un peu comme une trahison, et c'est vrai que ça lui brise le cœur un petit peu, et donc il va décider de laisser un petit peu malgré tout, parce qu'il aime cette fille-là, il va la laisser partir, on va dire. Voilà. Et pendant ce temps, quelles sont ses relations avec Enzo là? Parce que parallèlement, il discute avec Enzo, qui lui parle de ses relations avec les femmes, comment il faut les prendre, comment il faut Enzo, les séduire. Enzo, c'est l'expert en séduction. C'est un petit peu, c'est quelqu'un de très très très, on va dire, franc quand il s'agit des femmes, on va dire. Et donc il a pas sa langue dans sa poche. Il est très branché sur la chose sexuelle, on va dire. Et il aime collectionner les amantes, et donc c'est vrai que lui n'a beaucoup de mal à comprendre en fait un peu la gnose romantique de Dimitri, et ces relations en fait vont évoluer jusqu'à que on va dire Enzo décide de jeter son dévolu sur Shanna, dont il n'est pas au courant de la relation avec Dimitri, parce que la relation était soigneusement cachée. Oui, bien sûr.
Et alors, il lui parle même d'un théorème de Zacharia. Vous Voilà, dites un chapitre d'ailleurs, le théorème de Zacharia. Le théorème de Zacharia. Alors, ça ne doit pas vous parler, personne qui écoute la radio. Donc, en fait, c'est un théorème que Enzo a mis en place. En fait, c'est le grand-père d'Enzo qui l'a mis en place. Et c'était en Toscane. C'était un homme qui s'appelait Zacharia, qui n'était pas un Apollon et qui arrivait à avoir toutes les femmes, en fait. Et un jour, il a révélé lors d'une soirée arrosée son secret au grand-père de Enzo. Et depuis, c'est devenu un grand secret familial, en fait, qui est de génération en génération, on se le donne. Et en fait, ce théorème permet à un homme d'avoir n'importe quelle femme en très peu de temps. Voilà. Donc c'est un petit peu la formule magique que nous, les hommes, nous attendons tous. Voilà. Donc voilà. Donc Enzo s'appuie sur ça et d'ailleurs la plus grande partie du livre, il pense que ce théorème est infaillible. Voilà, donc, ça marche pour la plupart des cas, on va dire, mais pas sur tous. Enfin, mais il lui assure quand même qu'il n'a aucune relation avec la troupe, avec les filles de la troupe. Oui. Enfin, il lui affirme. Oui, il lui affirme. Il fait ça en dehors, mais pas à l'intérieur. Il dit qu'il ne mélange pas le travail avec le plaisir, on va dire. Mais bon, voilà, le Enzo est un filou, est un petit roublard, et bon, voilà, on va pas le dire, mais bon, on va découvrir, on aura des révélations, on va dire. Oui, voilà, donc, sur Enzo, oui. Voilà, donc c'est Enzo, quelqu'un qui cache bien son jeu aussi. De toute façon, une des matrices de mon livre, c'est un peu le secret, en fait. Donc c'est les personnages publics, on va dire, et les personnages dans le privé. Voilà, la différence entre les deux. Et donc, du coup, voilà, donc beaucoup de personnages, notamment Lily, Glantine. Oui, on en parlera d'ailleurs. Voilà, on découvre qu'il y a toujours une face cachée. Ouais. Voilà, une face cachée sous leur côté fille et fils de bonne famille, on va dire. Voilà, donc c'est un peu un des intérêts du livre, le secret, on va dire. Voilà. Très bien, nous arrivons à notre deuxième pause musicale. Nous allons écouter. Toujours bien sûr à la demande de votre invité, ce sera Buffalo Springfield. Très bien. Altitude FM, la radio du Grand Toulouse. Oui, bien nous revenons à Julien Basso et au Tsar en hiver. Nous allons écouter un deuxième extrait. Très bien. Nous n'avions pas appris à nous aimer, loin s'en faut. Nous nous aimions parce que nous pouvions combattre l'évidence. Nos émois, tantôt éclatants, tantôt guerriers,
était point perverti par les pièges et les travers d'un néo-romantisme artificiel et préfabriqué. Malgré nos différences sociales, malgré nos nombreuses disputes, malgré les limites qui s'imposaient à nous, nous n'avions pas besoin de nous prouver quoi que ce soit, de nous comparer aux autres couples, puisque nous connaissions au fond de nous-mêmes la véracité des sentiments qui nous sont portés loin d'un rationalisme ignifuge. Tout le contraire de ces couples qui s'inventent un amour doré et sirupeux, occultant volontairement les misères de leurs relations en fin de compte très conventionnelles. Ces couples d'imposteurs qui se sentent obligés de multiplier les revues de baisers en public, de vomir leurs petites anecdotes de couple dont tout le monde se fout réellement, de crier leur amour à qui voudra bien l'entendre, comme pour se convaincre eux-mêmes d'une réalité qui n'existe pas, de rester constamment bras dessus, bras dessous, de peur que le subterfuge s'estompe brutalement. De l'exubérance à foison, de la cosmétique sentimentale, de l'insolence indigeste, comme pour masquer l'absence totale de fond amoureux. Beaucoup de faussaires sentimentalistes, beaucoup trop, viennent nous donner des leçons de romantisme, nous expliquer comment l'amour doit être exploré. Mais ils ne pourront guère effacer les contradictions qui les minent en profondeur. Ils ne connaîtront ainsi jamais l'extase de l'imparfait, ni la pureté d'un cœur passionné. Donc les locomotives de leur émoi resteront la peur de se retrouver seuls et l'exigence du paraître amoureux. C'est triste pour eux, très regrettable, mais je ne daignerai verser une larme pour ces tartuffes de l'amour qui ne m'inspirent que du mépris. Voilà. Très bien. Oui, pour en revenir rapidement avant de passer aux autres personnages, vous parlez dans la relation entre Chana et Dimitri de l'autre part. L'autre part, oui. Alors l'autre part, c'est un concept en vérité. C'est aussi une autre matrice de mon livre, on va dire. Oui. C'est le réel contre le rêve, le monde du rêve, voilà. Et l'autre part, c'est un petit peu un monde, c'est un petit peu on va dire les rêves et les espoirs de Dimitri. C'est un petit peu un endroit où il se réfugie un petit peu des violences du réel. Mmh. Et donc l'autre part, c'est un concept où il veut emmener Chana, voilà, en fait, pour un petit peu s'évader un petit peu on va dire de la vilainie du réel et un peu de ce monde qui est viscéralement. Donc c'est vrai que c'est un petit peu son refuge. L'autre part. Voilà, c'est le nom qu'il a donné à ce petit monde. Voilà. Très bien. Alors, parmi les autres personnages, on a parlé de Mme Valériane, du metteur en scène, bien sûr d'Enzo, de Chana. Il y a un autre personnage aussi qui est très important dans votre livre, c'est la fameuse Églantine. La fameuse Églantine, oui. Alors, Églantine, c'est un personnage, on va dire, très mystérieux, qui est très timide, qui a beaucoup de mal à discuter avec, on va dire, les gens de son âge, qui reste toujours à l'écart. Et elle est un petit peu sujet à beaucoup de rumeurs, à beaucoup de médisance de la part de ses collègues féminines. Et Dimitri a on va dire une tendresse un petit peu empathique pour elle, puisqu'il ne supporte pas qu'elle soit un petit peu rejetée, donc va se rapproche d'elle, tant bien que mal, parce qu'elle ne parle pas beaucoup. Et pareil, la différence entre le public et le privé, on va dire, il va découvrir qu'en privé, Églantine est loin d'être timide et n'hésite pas, on va dire, à être très très, on va dire, très audacieuse avec les hommes, voilà, on va dire ça comme ça. Donc il y aura une surprise dans le chapitre 12, qui est un chapitre qu'il ne faut pas laisser lire aux enfants, on va dire, oui. Voilà, parce que c'est très... Une femme peut en cacher 10 autres. C'est ça. Tout à fait, voilà, c'est un chapitre très très sensuel, on va dire. Et il faut préciser que cette Églantine, c'est elle qui l'avait pratiquement défendue, oui, qui était à l'origine du conflit au restaurant entre lui et parce qu'elle se moquait un peu de se moquait d'elle, et c'est lui qui a finalement la défendu. C'est lui qui a défendu par sa nature chevaleresque, et on va dire que il va se rendre compte que les rumeurs sur elle ne sont pas si on va dire voilà, pas si, donc donc Églantine, c'est un personnage important, c'est un personnage qui permet un petit peu de changer le rythme du livre en proposant un peu quelque chose de beaucoup plus on va dire beaucoup plus charnel que spirituel, on va dire, voilà, donc on va dire ça comme ça. Très bien. Bon, alors, on ne va pas parler, bien sûr, de la suite des relations entre Chana et bien sûr, et Dimitri, puisque vous laissez le lecteur le découvrir. Tout à fait. Par contre, on peut parler quand même de la pièce qui va être représentée le 25 juin 2011. C'est un succès. Oui, c'est un succès. C'est un succès total. On va dire que les gens qui sont venus voir la pièce sont aux anges. Mme Valériane est très satisfaite de la tenue des événements, et c'est vrai que pour Dimitri, c'est quelque part
une réussite, mais aussi un déchirement, parce que c'est une page qui se tourne, parce que pour lui, l'aventure s'arrête là, on va dire, dans cette école de théâtre. Et c'est un petit peu, toujours un petit peu le côté un peu paradoxal de Dimitri. C'est quelqu'un qui est habitué à perdre, on va dire, et mais qui aime, on va dire, gagner. Et quand il gagne, il a toujours ce sentiment un peu d'inachevé par sa nostalgie qui lui dit ah ben c'est terminé, maintenant tu vas terminer ton œuvre, et donc il faut passer à autre chose. Voilà, donc beaucoup de nostalgie en fin du livre. Voilà, je pense que c'est le mot clé de la fin de mon roman. Voilà. Et alors, à travers ces personnages et à travers cette intrigue, quel est le message que vous avez? Parce qu'il y a un message que vous voulez faire passer quand même, parce que il véhicule certaines idées, Dimitri, par rapport à la société, par rapport... Tout à fait. Il précise au début déjà, mais on pourra approfondir un peu. Alors, pour faire très court, on va dire que c'est la... Dimitri, on va dire, veut la primauté du spirituel sur le matériel. Donc, on va dire, c'est ça, c'est le monde, on va dire, de l'argent, de l'argent roi, du bling bling, qui est finalement humainement très pauvre et spirituellement très pauvre. Hein. Lui, il s'en échappe, et on va dire que pendant tout le livre, il essaie de démontrer que finalement, il ne faut pas oublier que nous sommes des humains, voilà, que tout doit être à dimension humaine, et que tout doit être au service de l'humain en dernière instance, et notamment sur le point spirituel, mais aussi sur des points abordés qui sont plus d'ordre, on va dire, de société, d'économie, et on va dire de politique aussi. Voilà. Donc c'est un livre engagé, donc je tiens à le préciser. Ce n'est pas un livre neutre, c'est pas un livre qui parle uniquement d'une histoire d'amour. C'est un livre qui apporte beaucoup de thèmes, et ce thème-là on va dire, est un thème vraiment central. Voilà, donc c'est pour ceux qui ont aussi envie de lire un livre qui a du caractère. Voilà, et le titre, donc, Un tsar en hiver, ça vient un peu d'Enzo, non? Le tsar, parce qu'il l'appelle, comme il est d'origine... Dimitri d'origine russe. Hein. Voilà, donc il a des origines russes. Bon, ça c'est quelque chose que je voulais rajouter au personnage, parce que j'ai, on va dire, moi j'ai le regard tourné vers l'Est, donc vers la Russie. C'est un pays que j'aime beaucoup, ne serait-ce que culturellement. Et cette idée-là, en fait, du tsar, c'est Enzo qui, sachant qu'il a des origines russes, va l'appeler le tsar. Voilà. Et un tsar en hiver, ça par contre je préfère pourquoi un tsar en hiver, il faut le lire jusqu'au bout, le livre. L'explication est portée... le tsar surtout, parce que le tsar c'est Dimitri. Voilà, le tsar c'est Enzo qui l'appelle ainsi. Hein. Le tsar qui est l'empereur de Russie, là, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Oui, alors pour en venir à des thèmes un peu plus généraux, puisqu'il nous reste 5 minutes. Tout à fait. Donc ce livre, c'est votre premier livre. Tout à fait. Comment vous l'avez fait éditer chez Éditions Percé. Comment s'est passé d'abord parce que se faire éditer, c'est pas si facile que ça finalement. Non, pas facile du tout, surtout quand on est jeune. Voilà, on sait le marché de l'édition, on va dire, est un marché, on va dire, très 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 fermé, donc c'est très difficile. Il faut avoir beaucoup de contacts si on veut se faire publier par une grosse boîte d'édition, on va dire. Donc c'est vrai que moi je suis passé par d'abord des grosses boîtes d'édition, je dis bon, on tente, mais bon, c'est clair et net que malheureusement tout est fermé, et donc j'ai dû passer par des plus petites boîtes d'édition. Là, donc j'ai envoyé plusieurs manuscrits, puis bon voilà, donc j'ai eu un retour positif. Donc j'ai sauté sur l'occasion. De toute façon, on va dire que moi ma vision de l'écriture, on va dire, c'est pour la passion, pour le partage, et pour m'inscrire dans l'éternité, on va dire. Donc j'écris surtout pour partager avec le lecteur, pour partager quelque chose, un moment, une histoire, des émotions. Et donc on va dire que l'aspect publicitaire et des ventes, on va dire à foison, m'intéresse beaucoup moins. C'est plutôt voilà, je reste fidèle à mon livre en fait, et on va dire aux thèses que j'exploite dedans. Voilà. Et ce livre est très récent, donc vous avez déjà des retours de lecteurs Oui, j'ai des retours de lecteurs, oui, bien sûr. Donc il y a des gens qui l'ont lu. Alors j'ai des gens de toute origine sociale, de tout rang dans la société, hein, donc et ce sont des rangs très positifs. Hein, donc j'en suis très content. Voilà, donc il y en a certains qui aiment certains aspects dans le livre, d'autres qui en préfèrent d'autres, mais c'est vrai que ce sont globalement des retours positifs, et je reçois beaucoup de mails ou de coups de fil, voilà, pour des gens pour me féliciter. Donc c'est une émotion que j'aime partager avec mes lecteurs, voilà, tout simplement. Vous aimez écrire, mais vous aimez lire, je suppose aussi. Oui, également. Beaucoup lire. Vous lisez beaucoup des romans, des essais? Alors moi je préfère les essais. Hein, moi j'aime beaucoup la littérature russe. Hein, donc on va dire pour les romans, les Dostoïevski, on va dire Tolstoï aussi, et puis Gogol aussi.
moins connu. Et puis pour les essais, Tolstoï aussi, Kropotkin, Bakounine, voilà, donc c'est plutôt, j'aime beaucoup la Russie. Puis bon, en France, on a aussi eu de très grands écrivains aussi, donc je pense notamment à Baudelaire, mon maître en termes de poèmes. Je pense aussi à Balzac, le plus grand romancier de l'histoire, je pense. Et donc moi j'aime beaucoup la littérature classique, je dois avouer que la littérature contemporaine m'intéresse beaucoup moins. Voilà, donc je préfère. Voilà, disons que moi j'aime les livres qui ont du caractère et qui montrent une vision du monde dedans. Et ce que je reproche à la littérature contemporaine, il y a de très très bons livres, il n'y a pas que des mauvais livres, mais ce que je reproche c'est que c'est souvent trop terre à terre et ça ne m'imprime pas une vision du monde au lecteur. Voilà, donc c'est quelque chose qui me dérange un peu plus. Voilà. Mais sinon, voilà, donc vous savez que si vous aimez la littérature russe, je pense que vous allez aimer mon livre. Voilà. Et vous comptez faire des salons, je suppose, pour la promotion de ce livre, des dédicaces, oui, tout à fait, oui, bien sûr. Donc, je suis nommé au meilleur roman de Midi-Pyrénées à Saint-Lys cette année. Je vais sûrement faire le Printemps de la Lande. Et puis, je pense faire plusieurs petites conférences. Printemps des poètes aussi, je vais faire à Saint-Lys aussi, le Printemps des poètes. Donc, histoire aussi de me changer les idées, de faire aussi du poème, parce que je n'oublie pas que je viens de là et que même si le roman c'est un travail colossal et un plaisir, le poème reste, on va dire, ma passion particulière. D'ailleurs, il y en a un dans le livre, je précise. Oui, j'en ai glissé. Un poème dans le livre. Voilà, donc pour ceux qui ont envie de me rencontrer, voilà, donc vous connaissez mes futurs endroits, donc Saint-Lys et à la Lande. Voilà. Et vous avez un deuxième livre en préparation ? Tout à fait. Donc en fait, ce livre est on va dire le premier volet d'une trilogie, et donc le second est en cours d'écriture, mais manque du temps. Mais j'ai promis de l'écrire à beaucoup de gens, donc je le trouverai le temps. Dans la même veine ou sur la suite ou... Ça sera la suite. On continuera à suivre le jeune Dimitri. Voilà, on va suivre Dimitri. Voilà, donc le second roman qui sera, on va dire, aussi pas piqué des vers, c'est-à-dire qu'il y aura aussi beaucoup de caractère et je pense qu'il ne sera pas sensible. Voilà, que ce soit en bien ou en mal. Très bien, mais je vous remercie. Julien Basso d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle bien sûr le titre de votre livre, Un tsar en hiver, par Julien Basso, donc publié aux éditions Percé. Voilà, donc je vous remercie encore une fois et je donne rendez-vous à nos auditeurs donc au mois de février. Le 17. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.